des réponses brutales de la Fédération de Russie qui se produisent actuellement sur le terrain en Ukraine. Cela d'une part, d'autre part, les pays de l'Union européenne. Alors que cet échange croisé d'attaques de drones et de missiles se poursuit également entre la Russie et l'Ukraine. Il se prépare de plus en plus et de manière de plus en plus ouverte à la guerre totale contre la Fédération de Russie. Désormais, le territoire de tous les pays proches de la Russie, et nous allons l'analyser dans un instant, est le théâtre d'un très grand nombre de manœuvres militaires. Là-bas aussi, dans certaines d'entre elles, participent, au moins en tant qu'experts invités, ces militaires ukrainiens qui en ont assez d'affronter les troupes de la Fédération de Russie. Pour partager l'expérience et préparer précisément la réponse, je pense que nous en avons déjà une idée assez claire. Et en profitant de ces attaques ukrainiennes et aussi de cette agitation au niveau international, l'OTAN continue de bouger ses pions. Et elle le fait de manière absolument inévitable et de façon totalement sans équivoque. Vers cet affrontement total avec la Fédération de Russie ou contre la Fédération de Russie, ces attaques contre la Fédération de Russie. Des images qui font bouillonner le sang d'un côté, des attaques ukrainiennes qui se produisent massivement contre la Fédération de Russie. D'un autre côté, des ripostes qui viennent de la Fédération de Russie contre le territoire ukrainien. Bien que dans les médias, le sujet des attaques ukrainiennes contre la Russie, pour des raisons évidentes, soit mentionné très fréquemment, beaucoup plus souvent. Les attaques contre l'Ukraine ne cessent pas non plus de la part de la Russie. Le 5 mai et tout au long de la journée, environ une douzaine de missiles et près d'une cinquantaine de drones ont été lancés contre des cibles en Ukraine. Les frappes méthodiques ont bel et bien été menées dans de nombreuses régions en même temps. Dans les médias ukrainiens et russes, on a mentionné les régions de Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkov, Kiev, Brovary. On mentionne également séparément les attaques à Kharkov, Cherkassy et Poltava. Dans la région de Poltava, l'infrastructure ferroviaire d'une entreprise industrielle a été endommagée. À Kharkov, une locomotive a été touchée. À Odessa, plusieurs impacts sur l'infrastructure portuaire ont été signalés. Selon les images ci-jointes, un incendie s'est déclaré sur un navire et l'attaque des drones s'est également poursuivie le matin dans la région de Dnipropetrovsk. Dans l'une des petites raffineries de pétrole situées là-bas à Tchernihiv, un bâtiment du parquet local a été touché et un incendie s'est déclaré sur place. Contrairement à des attaques similaires précédentes, le bâtiment a été touché en pleine journée pendant les heures de travail. C'est-à-dire que la Fédération de Russie prend effectivement très au sérieux la nécessité de répondre à l'Ukraine et de le faire de manière ferme, tout en protégeant autant que possible la population civile. Si ce n'était pas le cas, la Russie pourrait par exemple attaquer l'approvisionnement en eau, elle pourrait attaquer les canalisations et laisser l'Ukraine hors service, littéralement plongée dans la merde. Mais cela entraînerait nécessairement une énorme quantité d'infections, une énorme quantité de maladies et une crise humanitaire sans précédent qui finirait aussi par toucher la population européenne. Dans l'ouest de l'Ukraine, en direction de la Fédération de Russie, la Russie continue de considérer ce peuple comme un peuple frère et continue de voir cela comme une guerre civile. Je pense qu'en termes idéologiques, Vladimir Poutine et les autorités russes ont tout à fait raison à ce sujet. Mais bien sûr, en termes pratiques, cela complique beaucoup toute opération sur le terrain. De nombreuses attaques ont été menées avec ces armes appelées ouragans, qui sont des lance-roquettes multiples. Elles ont été dirigées contre des cibles situées sur la ligne de front et non contre l'arrière, comme c'était habituellement le cas jusqu'à présent. Et là-dessus, la Fédération de Russie en profite et transforme la nécessité en vertu, en attaquant non seulement l'arrière des forces ukrainiennes, mais aussi en attaquant les forces ukrainiennes elles-mêmes. Pour faire les préparatifs, contrecarrer les préparatifs de cette nouvelle offensive de printemps-été qui a déjà commencé, mais dont la partie la plus intense ne fait que commencer à se développer, elle n'en est encore qu'au stade des préparatifs. En grande partie, cela est dû au « succès » entre guillemets
des forces armées ukrainiennes dans l'organisation d'une défense aérienne légère basée sur des intercepteurs de drones, ce qui a permis de compenser la pénurie de missiles pour les systèmes de défense aérienne. C'est un point que la Russie essaie également de transformer à son avantage, un point que la Fédération de Russie tente aussi de neutraliser. On peut également souligner les attaques contre l'infrastructure ferroviaire ennemie, en particulier la flotte de locomotives que le régime de Kiev n'a actuellement pas les moyens de remplacer et qui va considérablement compliquer la logistique à l'intérieur de l'Ukraine. Cependant, pour le moment, on ne peut pas vraiment qualifier cela de définitif, car les attaques sont interrompues périodiquement. Et cela constitue l'un des principaux problèmes, selon certains experts militaires de la Fédération de Russie, lorsqu'ils parlent des attaques massives sur le territoire ukrainien. En général, parce qu'une certaine systématicité a été observée dans les attaques contre les infrastructures énergétiques et les raffineries, et cela a donné de très bons résultats. Et cela a beaucoup affecté l'arrière et a grandement amélioré la position des troupes de la Fédération de Russie. Mais ensuite, on attaque tantôt le gaz, tantôt le port. Le résultat, en gros, c'est que rien n'est mené à terme et par conséquent, rien n'est achevé de manière définitive. Sans un changement d'approche, cela ne changera pas, même avec le grand nombre de missiles ouragans, de drones G-RINT et de missiles solaires. Ces nouveaux moyens d'attaque, appelés banderoles également. Après tout, une arme seule ne gagne pas une guerre, il faut savoir l'utiliser de manière compétente. Et c'est justement cela qui fait défaut en ce qui concerne l'intensification des attaques qui se fait à l'échelle mondiale. Mais peut-être que ce qu'il faut faire, c'est rassembler ces efforts. Par exemple, on pourrait viser des ports à Odessa. Vous voyez déjà à l'écran des images d'attaques russes qui ont récemment eu lieu contre la région d'Odessa. Lors de l'attaque matinale contre le port d'Odessa, les cibles des drones télécommandés étaient le patrouilleur Highland et aussi la canonnière blindée Gurdjieff. De plus, l'ennemi a manœuvré et a tenté de se cacher derrière un cargo à quai, ce qui, je le répète, en dit long sur ce qu'est le régime de Kiev. Et les gens qui le suivent activement, les Guéranes eux-mêmes sont entrés depuis la zone aquatique où les chances d'être poursuivis par des drones intercepteurs sont bien moindres. Et c'est pour cela que, précisément à Odessa, l'Ukraine a été obligée d'utiliser des Yak-52 d'entraînement équipés d'une mitrailleuse pour essayer d'abattre des drones. Même si c'est de n'importe quelle manière, même avec des systèmes de défense aérienne relativement petits, mais assez développés, des forces armées ukrainiennes. L'Ukraine rencontre des difficultés à défendre le port lors d'une attaque massive de drones. Actuellement, l'Ukraine essaie de lancer des intercepteurs depuis des plateformes en mer pour prendre en chasse les drones Guéran de la Fédération de Russie et nous verrons si elle y parvient ou non. Avant qu'il ne soit trop tard, certains experts au sein de la Fédération de Russie s'expriment. Il vaudrait mieux déployer davantage de ces missiles Guéran dans les ports de la région d'Odessa. Il y a de nombreuses cibles là-bas. Actuellement, les attaques visent principalement les terminaux pétroliers, mais des dizaines de citernes dans les bases pétrolières restent intactes et de nombreux navires arrivent également. Au-delà de cela, à la lumière des événements en Iran et des attaques précédentes, le prix du diesel en Ukraine augmente et a déjà atteint 180 €. Ce qui équivaut à presque 3 € et c'est beaucoup pour des pays, pour l'Ukraine, qui auparavant avaient un prix bien plus abordable. N'est-ce pas là, peut-être se demandent ces experts de la Fédération de Russie, une raison suffisante pour effectivement achever ces attaques contre le territoire ukrainien et pour effectivement mener d'autres types d'attaques en frappant des cibles. Et en laissant l'Ukraine sans une capacité claire de riposte, tout en envoyant un message très clair à l'Occident collectif. Ce qui, je ne sais pas jusqu'à quel point cela finira par arriver ou non, parce qu'en toile de fond, avec ces attaques contre le territoire russe menées depuis l'Ukraine, nous avons cette actualité du moment où les États-Unis approuvent la vente de bombes aériennes guidées de haute précision et de longue portée JDAM pour une valeur de 373 €, 3,6 millions de dollars, c'est ce que rapporte Reuters en se référant au communiqué du département d'État des États-Unis.
Le poids d'une bombe aérienne de ce type, selon la variété, peut atteindre 1000 kg et laisser une tranchée de jusqu'à 5 mètres de profondeur avec des fragments qui se dispersent jusqu'à 350 mètres. Ce sont précisément ces bombes aériennes qui ont causé les attaques les plus importantes contre Téhéran, selon le département d'État américain. La vente contribuerait aux objectifs de la politique étrangère et de la sécurité nationale des États-Unis, tout en ne modifiant pas l'équilibre militaire dans la région. Ils doivent être complètement fous s'ils pensent que cela ne va pas perturber l'équilibre dans la région, encore moins l'équilibre militaire. Avec la folie, absolument, dont peut faire preuve le régime de Kiev et leur volonté d'attaquer avec absolument tout. Pourvu qu'ils suivent l'ordre de l'Union européenne de maintenir coûte que coûte la guerre contre la migration venant de Russie. Alors, depuis les États-Unis, on ne comprend pas très bien comment une administration Trump, qui essayait de plus en plus de se retirer du conflit ukrainien, s'y est de nouveau impliquée, a de nouveau vendu des armes, soutient de nouveau l'Ukraine, apparemment de façon active. Peut-être que cela est dû au fait que la Russie soutient l'Iran, peut-être à rien de particulier, peut-être simplement à de l'inutilité et de l'incapacité. D'une lecture un tant soit peu analytique qui permettrait de ne pas risquer la vie de nombreux hommes et de rester dans une position bien plus avantageuse à long terme. Nous sommes désormais dans la phase la plus intéressante en Ukraine. Il sort des drones et des missiles Flamingo dont la production n'est presque certainement pas ukrainienne, mais pourrait même être directement britannique. Et pendant ce temps, la Fédération de Russie bien sûr se prépare. Elle se prépare à répondre et cette réponse, nous verrons si elle finit ou non par violer le cessez-le-feu proposé par Vladimir Zelensky. Mais au début, attention à ce détail, cela n'avait pas non plus été accepté ouvertement depuis Moscou. Et que par conséquent, cela pourrait en fait ne représenter aucun problème pour la Fédération de Russie au moment de mener ses attaques. Donc, en définitive, il faut continuer à observer comment cela évolue. Les événements sur le front ukrainien et surtout, il faut être très attentif au ciel car l'Ukraine va maintenant essayer de provoquer et d'attaquer avec absolument tout et la Russie devra nécessairement réagir.